Aujourd'hui, le Colorado n'est pas le seul État touché par la sécheresse. Un important réservoir sur le fleuve Colorado a franchi un cap alarmant. Ce projet, l'un des plus ambitieux de ce siècle, concerne le plus grand réservoir du pays. Voici à quoi il ressemblait en 2000. Voyez à quoi il ressemble maintenant. Le niveau d'eau était si bas qu'il risquait de devenir inutilisable pour les communautés qui en dépendent. Las Vegas a dû forer sous le lac Mead, et les raisons de ce forage vont bouleverser notre perception de tous les robinets de l'Ouest américain. Aujourd'hui, un tunnel se trouve à près de 5 km sous le fond du lac Mead, creusé dans la roche volcanique, plus profond que n'importe quelle prise d'eau municipale jamais construite aux États-Unis. La ville ne l'a pas construite à cause de la sécheresse. Elle l'a construite parce que le lac se vidait lentement depuis 20 ans et que les canalisations existantes étaient à sec d'ici quelques semaines. 2 personnes ont disparu à un moment crucial, une période très stressante pour l'équipe de Las Vegas. Mais voici ce que personne ne vous dit. La disparition du lac n'a presque rien à voir avec Las Vegas. Tout remonte à un document signé en 1922. Un accord juridique fondé sur une erreur de calcul catastrophique qui, depuis, ruine silencieusement les ressources en eau de l'Ouest américain. Voilà la raison choquante. Et une fois qu'on la comprend, cette histoire n'a rien de bien fini. Las Vegas, la ville impossible, n'aurait jamais dû exister. Pas ici. Pas à cette échelle. Le désert de Mojave ne négocie pas. Les précipitations annuelles moyennes n'atteignent que 10 cm. Les températures estivales dépassent régulièrement les 46 degrés Celsius. Le sol est extrêmement sec, ancien et hostile. Aucune rivière ne traverse la vallée, aucun lac naturel n'est accessible, aucune nappe phréatique n'est suffisamment importante pour alimenter une véritable ville. De tout point de vue, la nature s'y oppose catégoriquement, rendant impossible la construction d'une grande métropole. Et pourtant, plus de 2 millions de personnes y vivent. En 1940, Las Vegas était une petite ville ferroviaire d'environ 80 habitants, modeste, poussiéreuse, presque invisible sur la carte. Puis arrivèrent les casinos, les autoroutes, la climatisation et cette conviction américaine qu'on peut tout construire n'importe où si on le désire vraiment. La population explosa alors d'une manière totalement inédite. Dans les années 1970, la ville connaissait une croissance plus rapide que presque partout ailleurs dans le pays. Dans les années 1990, elle figurait parmi les zones métropolitaines à la croissance la plus rapide de l'histoire américaine. Voici ce que cette croissance représente concrètement en termes de consommation d'eau. La vallée de Las Vegas consomme désormais environ 300 acres-pieds d'eau par an, soit près de 98 milliards de gallons, de quoi submerger l'île de Manhattan sous près d'1 mètre d'eau chaque année. Et près de 90% de cette eau provient d'un seul endroit, le lac Mead, alimenté par le fleuve Colorado. Ce réservoir unique, situé à la frontière entre le Nevada et l'Arizona, accomplit la tâche impossible de maintenir en vie une mégalopole désertique. La Southern Nevada Water Authority gère cette situation, chaque jour, sans aucune marge d'erreur. Leur fonctionnement repose entièrement sur un accord, un contrat légal qui répartit les eaux du fleuve Colorado entre 7 États. Cet accord a été signé en 1922. Et c'est là qu'il faut vraiment s'arrêter et écouter ceci. Il y a toujours eu ce lien entre le lac Mead, d'abord comme lieu de loisirs, puis comme source d'eau potable. Or, le niveau de l'eau baisse, et c'est pourquoi on retrouve des corps à la surface. Le pacte de 1922, relatif au fleuve Colorado, s'appuyait sur des mesures de débit effectuées durant certaines des décennies les plus humides jamais enregistrées dans la région. Les scientifiques et les ingénieurs qui l'ont conçu ont mesuré le fleuve pendant une période d'abondance inhabituelle et ont supposé que les observations étaient normales. Non,
L'accord prévoyait une quantité d'eau supérieure à celle que le fleuve a jamais produite de façon constante. Pas un tout petit peu plus, bien plus. Un déficit structurel inscrit dans la loi qui s'est accumulé discrètement pendant un siècle. Et chaque ville, chaque exploitation agricole, chaque État en aval a puisé dans ce déficit depuis lors. Sept États, 100 ans. Tous puisant dans une eau qui n'a jamais vraiment existé. Voilà la raison surprenante que le titre vous promettait. Pas une sécheresse, pas seulement le changement climatique. Une erreur de calcul vieille d'un siècle a transformé tout le système d'approvisionnement en eau de l'Ouest américain en un système de surexploitation au ralenti. Las Vegas n'est pas à l'origine de ce problème. Mais Las Vegas, située en bout de chaîne, serait la première à en subir les conséquences. Et le lac commençait déjà à le prouver. Les deux premiers signes avant-coureurs. Las Vegas a toujours su qu'elle fonctionnait avec des marges très faibles. Elle a donc bâti sa survie par étapes, espérant que chacune serait suffisante. La première conduite d'admission, la conduite numéro 1, a été construite en 1971. Une conduite située à 320 mètres d'altitude qui puisait l'eau du lac Mead et la refoulait vers une ville dont la croissance dépassait déjà toutes les prévisions. À l'époque, cela paraissait plus que suffisant. Le lac était plein. Le fleuve Colorado assurait un débit suffisant. L'idée que le niveau de l'eau puisse un jour baisser suffisamment pour menacer la conduite semblait presque théorique. Les gestionnaires de l'eau avaient prévu une augmentation du niveau d'eau. Ils n'avaient pas prévu la disparition du lac. En 1993, la population de la vallée avait plus que doublé. La première prise d'eau ne pouvait plus constituer l'unique source d'approvisionnement. La Southern Nevada Water Authority a donc construit une seconde conduite, la prise d'eau numéro 2, située à 305 mètres d'altitude, légèrement plus bas, en guise de solution de secours au cas où le niveau du lac baisserait suffisamment pour compromettre la première. C'était une réflexion prudente, tournée vers l'avenir. Cela ne suffisait toujours pas. Les deux canalisations étaient conçues pour un monde où le lac Mead resterait à un niveau raisonnable. Un monde où le fleuve Colorado aurait tenu les promesses de l'accord de 1922, mais ce monde était déjà en train de disparaître lorsque l'ancre de la deuxième prise d'eau fut sèche. Voici le chiffre que les ingénieurs préfèrent taire, 895 pieds. C'est l'altitude du point mort, l'endroit où l'eau ne peut plus s'écouler au-delà du barrage Hoover, quelles que soient les circonstances. À ce niveau, les deux prises d'eau existantes sont totalement inutilisables. Les canalisations existent toujours. Les pompes fonctionnent encore. Mais l'eau qu'elles étaient censées puiser a tout simplement disparu, stagnante sous leurs ouvertures, à jamais inaccessible. En juillet 2022, le niveau du lac Mead avait baissé à un peu plus de 317 mètres, un 40 pieds. L'écart entre le niveau actuel du lac et le point d'arrêt de la première prise d'eau se réduisait. Les projections du Bureau of Reclamation n'étaient guère rassurantes. Un déclin continu n'était pas une simple possibilité, mais une certitude. Les gestionnaires de l'eau estimaient qu'ils disposaient d'années, et non de décennies, avant que la première canalisation ne soit à sec. Il ne restait qu'une seule option. Si vous découvrez tout cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Abonnez-vous dès maintenant, car ce qu'ils ont dû construire ensuite est une première mondiale. Et la plupart des gens ignorent jusqu'à son existence. Le plan était audacieux. Son exécution frôlait la folie. Les ingénieurs de la Southern Nevada Water Authority n'avaient qu'un seul objectif: construire une troisième conduite d'admission si profondément sous la surface du lac Mead qu'aucune sécheresse, même parmi celles enregistrées, ne puisse jamais l'atteindre. Pas près du fond du lac. En dessous, à travers le substratum rocheux sous le lit du lac, on atteint une nappe phréatique située à 262 mètres d'altitude. Plus bas encore, bien en dessous de toute canalisation accessible par les conduites existantes, plus bas que n'importe quelle prise d'eau municipale jamais construite aux États-Unis.
Pour y parvenir, il faudrait creuser un tunnel de près de 5 km à travers du basalte volcanique massif, l'une des roches les plus dures du continent, tout en travaillant à plusieurs centaines de mètres sous un réservoir actif contenant des milliards de litres d'eau directement au-dessus de leur tête. Les travaux ont débuté en 2008. Une imposante foreuse de tunnels, surnommée Sandy par les équipes qui l'utilisaient, a été assemblée sous terre et mise en service. Sandy mesurait 7 mètres de diamètre, une largeur suffisante pour permettre le passage de 2 véhicules côte à côte. Et même si l'eau ne peut pas traverser le barrage Hoover en raison du niveau trop bas du lac, notre prise d'eau pourra toujours y accéder, ce qui nous permettra de continuer à approvisionner notre communauté. Elle était d'une conception précise et d'une puissance redoutable. Mais le rocher en avait décidé autrement. Tom Sherrill, l'ingénieur en chef du projet de tunnel, a décrit plus tard la première année de forage comme une succession d'urgences maîtrisées. Des formations volcaniques inattendues sont apparues là où les études géologiques indiquaient un passage dégagé. Du matériel a cédé sous des pressions que les modèles n'avaient pas anticipées. L'eau a commencé à s'infiltrer par les fissures de la roche avant même que les équipes de colmatage ne puissent suivre le rythme. La chaleur souterraine, générée par le frottement de l'acier contre le basalte ancien en profondeur, a transformé les conditions de travail en une situation critique à part entière, nécessitant une gestion rigoureuse de la sécurité. Les ouvriers travaillaient par des températures dépassant les 38 degrés Celsius, dans des espaces confinés à peine plus larges que la machine elle-même, pleinement conscients qu'un réservoir plein se trouvait juste au-dessus d'eux et qu'en cas de défaillance structurelle grave, toute réparation serait irrémédiable. Il n'y avait pas de sauvetage rapide en surface. Il n'y avait pas de plan B. Vous avez foré, scellé et fait confiance au calcul. Et vous avez espéré que la roche tienne bon. Et tenez-vous bien, le défi de l'alignement à lui seul aurait pu faire capoter tout le projet. Forer plus de 5 km à travers des formations volcaniques mouvantes, tout en maintenant une ligne suffisamment droite pour atteindre le puits cible au bout du parcours, exigeait des corrections de mesure constantes. Un écart de quelques degrés seulement, cumulé sur une telle distance, signifiait rater complètement le puits. Chaque calcul était irréversible. Impossible de revenir en arrière et de recommencer. En 2012, une fracture critique dans la roche a provoqué une infiltration d'eau qui a inondé du jour au lendemain une section de 60 mètres du tunnel en service. Dave McGibbon, superviseur des opérations de construction de la SNWA, a été appelé sur le chantier à 3 heures du matin. Debout au bord de la zone inondée, il a immédiatement compris que si la brèche n'était pas colmatée, le tunnel serait perdu. Son équipe a travaillé sans relâche pendant 72 heures pour injecter du coulis et sceller la fissure avant que la pression de l'eau ne l'élargisse. Ils ont tenu bon. À l'extrémité du tunnel, des équipes ont foré un puits vertical de 91 mètres, 300 pieds, de profondeur à travers le lit du lac pour atteindre la prise d'eau à 262 mètres, 860 pieds d'altitude. Il s'agit de la prise d'eau la plus profonde jamais construite aux États-Unis. Une structure désormais plongée dans l'obscurité et soumise à une pression colossale sous le fond d'un lac dont dépendent des millions de personnes pour survivre. L'ouragan Sandy a achevé son passage en 2014. Le tunnel est devenu opérationnel en 2015. L'impossible était devenu réalité. Mais voici ce qu'on avait encore caché au public. La facture était arrivée. Et elle était sans précédent dans l'histoire des infrastructures hydrauliques américaines. Prononcez ce chiffre lentement. Le troisième investissement, le plus coûteux de l'histoire américaine en matière d'infrastructures d'eau potable municipale, a été entièrement financé par une seule et même source. Les habitants et les entreprises du sud du Nevada
ont vu leurs factures d'eau grimper d'année en année, tandis que les travaux de construction dépassaient les budgets et les délais. À Las Vegas, les ménages ont vu leurs factures augmenter, non pas parce qu'ils consommaient plus d'eau, mais parce qu'ils finançaient le tunnel foré sous le lac. Indispensable à leur survie. C'était un impôt sur la survie. Personne n'avait vraiment le choix. La réaction politique fut immédiate. Les critiques qualifièrent ces dépenses d'obscènes. 1,4 milliard de dollars pour poursuivre l'érosion d'un lac en voie de disparition, alors que cette même somme aurait pu servir au dessalement, au développement des infrastructures de recyclage ou à des programmes de conservation ambitieux s'attaquant aux causes profondes du problème. Les groupes environnementaux ont réagi avec plus de vigueur. Ils ont fait valoir que cette troisième mesure envoyait un signal désastreux, laissant entendre que Las Vegas pouvait poursuivre son expansion grâce à des solutions techniques toujours efficaces. Mais voilà le hic. Ils n'avaient pas totalement tort concernant le signal, mais ils se trompaient sur l'alternative. John Ensminger, directeur général de la Southern Nevada Water Authority, a réagi fermement, sans présenter d'excuses. Ce n'était pas une stratégie de croissance, c'était une stratégie de survie. Les gestionnaires de l'eau ne prévoient pas de scénario optimiste. Ils prévoient le pire, car dans le désert, le pire arrive toujours plus tôt que prévu. Les chiffres lui ont donné raison, avant même que la plupart des habitants ne comprennent de quoi il s'agissait. Autre nouveauté ce soir. Un projet d'ingénierie de 10 ans au lac Mead est terminé. L'objectif est de garantir l'approvisionnement en eau de la vallée, malgré la baisse continue du niveau du lac. En 2022, le niveau du lac Mead avait chuté à un point tel que la prise d'eau numéro 1 était soumise à de fortes contraintes opérationnelles. Sans le troisième dispositif mis en place, les gestionnaires de l'eau estiment que la région aurait dû faire face à des restrictions d'urgence suffisamment sévères pour déstabiliser l'ensemble de l'économie du sud du Nevada. Ce projet de 1,4 milliard de dollars, achevé 7 ans avant le pic de la crise, avait rempli sa fonction avant même que la plupart des gens n'en aient connaissance. Pour mettre les choses en perspective, 1,4 milliard de dollars représente plus que le budget annuel total des infrastructures hydrauliques de la plupart des États américains pour une simple conduite, un simple tunnel, une simple prise d'eau plongée dans l'obscurité permanente sous un lac dont le niveau d'eau pourrait même être insuffisant pour avoir un réel impact. La question embarrassante que ce prix exorbitant soulève est celle-là même que les ingénieurs se posaient en secret à chaque dépassement de budget et panne d'équipement dans les profondeurs du réseau. La ville achetait-elle pour survivre ou simplement pour gagner du temps avant qu'un problème sans solution d'infrastructure ne la rattrape de toute façon? Le troisième écueil était scellé, annonciateur d'une crise, et celle-ci est arrivée comme prévu. Au début des années 2000, le lac Mead s'est vidé progressivement, à un rythme suffisamment graduel pour être maîtrisé. Puis, le phénomène s'est accéléré. En 2021, les autorités fédérales chargées de la gestion de l'eau ont déclaré la toute première situation de pénurie sur le fleuve Colorado, entraînant des réductions obligatoires des allocations dans plusieurs États. À la mi-2022, le lac Mead n'était plus qu'à un peu plus de 26% de sa capacité totale, le niveau le plus bas jamais enregistré depuis sa mise en eau dans les années 1930. Ce lac, qui s'étendait autrefois sur 640 km² et atteignait une profondeur maximale de 162 mètres, se vidait de son contenu. Et ce n'est pas tout. Le spectacle était sans précédent. Des rampes de mise à l'eau, abandonnées à des centaines de mètres du rivage, s'enfonçaient dans un lit lacustre fissuré et blanchi, désert. Une épaisse couche de dépôts minéraux, semblable à une baignoire, recouvrait les parois du canyon, témoignant à jamais de l'érosion du lac. Puis, les vestiges fantomatiques ont commencé à réapparaître. Les ruines de Saint-Thomas, station balnéaire submergée depuis 1938, date du premier remplissage du réservoir du barrage Hoover, ont refait surface,
émergeant des eaux qui se retiraient. À l'été 2022, les anciennes rues étaient entièrement visibles. Trottoirs fissurés, blocs de fondation, structures en béton, de bâtiments restés immergés pendant 84 ans. Le service des parcs nationaux. Des archéologues sont intervenus rapidement. Ils ont photographié et documenté les fondations d'un bureau de poste datant des années 1930, le plan d'un hôtel, encore lisible dans les sédiments desséchés, et les vestiges d'un canal d'irrigation en béton qui alimentait autrefois les champs de la ville. Des gens ont publié des photos d'eux-mêmes déambulant dans la rue principale d'une ville engloutie, devant des murs qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Ces images ont circulé dans le monde entier, non par curiosité historique, mais comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand les ressources s'épuisent avant la fin. Voici ce que personne n'avait prévu. L'hiver 2022-2023 a engendré des chutes de neige records dans les montagnes rocheuses. Le bassin supérieur du fleuve Colorado a connu des niveaux d'enneigement exceptionnellement supérieurs aux moyennes saisonnières. Avec la hausse des températures printanières, cette épaisse couche de neige a alimenté les rivières et les ruisseaux qui se jettent dans les lacs Meade et Powell. Le niveau du lac Meade a augmenté de plus de 6 mètres en une seule année. Le niveau du lac Powell, en amont, a augmenté de plus de 50 pieds. Le Bureau of Reclamation a abandonné ses prévisions de baisse et a entièrement revu ses perspectives à 24 mois. Les scientifiques n'ont pas crié victoire. Une année de neige exceptionnelle, disaient-ils, ne compense pas 20 ans de déficit. Le niveau du lac restait inférieur de plus de 50 mètres à sa capacité maximale. La reprise était à la fois réelle et fragile. Compte tenu des conditions climatiques qui, selon les modèles, deviendront de plus en plus rares, ce troisième élément avait été conçu précisément pour les années où la couverture neigeuse ne se forme pas. Et ces années arrivent. Forer plus profondément ne constituait que la moitié de la solution. L'autre moitié consommait moins. Et ce que Las Vegas a accompli à cet égard est encore difficile à croire pour la plupart des gens lorsqu'ils entendent les chiffres. Las Vegas a compris très tôt qu'aucun réseau de canalisation ne pourrait contourner les calculs si la ville continuait à consommer au même rythme. Une métropole puisant 98 milliards de gallons d'eau par an dans un lac désertique qui se réduit comme peau de chagrin, dans une région où les températures augmentent sans cesse, finit par atteindre ses limites. C'est pourquoi, parallèlement à cette solution de dernier recours, la Southern Nevada Water Authority a mis en place un programme de conservation sans précédent dans l'histoire urbaine américaine. Et ce n'est pas tout. Les résultats sont véritablement extraordinaires. Depuis 2002, Las Vegas a réduit sa consommation d'eau par habitant de plus de 40%, et ce, malgré une croissance démographique explosive. Des conditions bien plus extrêmes et bien plus longues que tout ce qui a été enregistré dans les archives instrumentales modernes. À au moins 2 reprises au cours des 1000 dernières années, la région a connu des périodes de sécheresse si longues qu'elles auraient complètement vidé le lac Meade et l'auraient maintenu à sec pendant des générations. L'accord de 1922 a été négocié durant l'une des périodes les plus humides du millénaire. Les ingénieurs qui ont conçu le barrage Hoover, construit les prises d'eau et l'ensemble du système, ont établi leurs calculs en fonction d'une période d'abondance exceptionnelle et ont supposé que cette situation perdurerait. La sécheresse de 20 ans qui a réduit le niveau du lac Meade à 26% n'était peut-être pas une anomalie. Il s'agissait peut-être d'un retour à une situation quasi normale. Or, le système d'approvisionnement en eau moderne n'a jamais été conçu pour survivre à une telle situation. Sous la surface, une autre menace se développe discrètement. Les fluctuations du niveau du lac perturbent et remobilisent les sédiments de son fond. Ces sédiments transportent des métaux lourds et des résidus industriels toxiques, fruits de décennies d'exploitation minière et d'aménagement du littoral.
La montée des eaux remplit à nouveau d'eau d'anciens sites contaminés, pourtant considérés comme stables lorsqu'ils étaient submergés. Le troisième pilier garantit l'accès à l'eau. Il ne garantit pas la qualité de l'eau qui y circule. 40 millions de personnes réparties dans 7 États s'approvisionnent dans le même fleuve Colorado. Las Vegas a construit la prise d'eau municipale la plus profonde de l'histoire américaine et ne peut toujours pas garantir sa propre survie face à la prochaine sécheresse prolongée. Les propositions fédérales visant à contourner complètement le barrage de Glen Canyon témoignent de l'évolution radicale des mentalités. Les infrastructures conçues pour une époque sont repensées pour une autre. L'Autorité des eaux du sud du Nevada se prépare au pire, car celui-ci se produit de plus en plus tôt que prévu. Le temps presse. La troisième goutte d'eau a coûté 1,4 milliard de dollars. Sa construction a duré 7 ans. Elle a résolu le problème immédiat en permettant d'atteindre l'eau inaccessible aux 2 canalisations existantes. Elle n'a cependant pas résolu le problème du désert. Loin de là. Las Vegas n'est pas un exemple à ne pas suivre. Pas encore. C'est plus difficile à catégoriser. Une ville confrontée à un problème insoluble qui a refusé de renoncer à trouver des solutions techniques. Le tunnel existe bel et bien. Les chiffres relatifs aux économies d'eau sont bien réels. La prise d'eau se situe actuellement à près de 5 km sous le lac Mead, dans l'obscurité la plus totale, puisant l'eau à des profondeurs jamais atteintes lors d'une sécheresse historique. Ce n'est pas rien. C'est extraordinaire. Mais voici ce à quoi personne ne s'attendait. Las Vegas n'est pas un cas unique. C'est tout simplement la ville la plus visible sur la ligne de faille, la plus visible d'un plan d'eau. Une crise qui touche tout l'Ouest américain. Phoenix observe le même lac. Los Angeles puise son eau dans le même fleuve. Les agriculteurs d'Arizona et de Californie irriguent leurs terres grâce à la même allocation que celle promise par le Compact de 1922. Or, le fleuve Colorado ne peut plus garantir cet approvisionnement de manière constante. La renégociation du Colorado River Compact en 2026 imposera des décisions qu'aucun forage ne saurait prendre. La manière dont les 7 États riverains se partageront une ressource en diminution déterminera la survie des villes, l'approvisionnement en eau des exploitations agricoles et si le chef-d'œuvre d'ingénierie situé sous le lac Mead sera un jour mis à l'épreuve dans ses limites absolues. L'Arizona et la Californie détiennent des droits d'eau prioritaires et se sont toujours opposés aux réductions les plus importantes. Le Nevada a sans doute fait plus d'efforts par habitant pour réduire la consommation que tout autre État du bassin. L'année 2026 devra répondre à la question de savoir si les efforts de préparation seront récompensés ou si les chiffres auront un impact tout aussi important sur chacun. Ce troisième pas a permis de gagner du temps. Il est temps que les efforts de conservation s'intensifient. Il est temps que les politiques publiques se rapprochent des lois de la physique. Il est temps que la neige tombe et que le lac reprenne vie. La question de savoir si ce temps sera utilisé à bon escient n'est pas d'ordre technique. Les ingénieurs ont déjà fait leur part. Le tunnel est foré. Les eaux coulent toujours. Mais quelque part, sous le fond du lac Mead, le temps continue de s'écouler. Et l'échéance de 2026, prévue par le pacte, sera le prochain moment décisif où tout tiendra ou s'effondrera. Ne manquez pas cet événement. Si vous trouvez cette information aussi urgente qu'elle en a l'air, laissez un commentaire ci-dessous. Las Vegas a-t-elle réellement résolu son problème d'eau ou a-t-elle simplement opté pour une solution plus coûteuse et plus rapide? Abonnez-vous dès maintenant. La renégociation du pacte du fleuve Colorado en 2026 approche et cette situation change tout en aval. Pendant ce temps, des centaines de milliers de nouveaux habitants se sont installés dans la vallée. Et la ville consomme encore aujourd'hui moins d'eau qu'il y a 20 ans. Aucune autre grande métropole américaine n'a fait aussi bien.
Ce résultat est le fruit d'une stratégie complexe et délibérée. Las Vegas recycle environ 99% de ses eaux usées intérieures. Les eaux usées traitées sont rejetées dans le lac Mead, ce qui permet à la ville de comptabiliser les crédits de rejet d'eau dans son quota annuel pour le fleuve Colorado. À Las Vegas, dans la plupart des villes, l'eau de chaque robinet, de chaque douche, de chaque chasse d'eau ou de chaque brosse à dents disparaîtrait. Mais à Las Vegas, cette eau n'est pas gaspillée. L'eau est effectivement recyclée. Chaque gallon utilisé à l'intérieur des bâtiments et renvoyé dans le système est en réalité utilisé 2 fois. Aucune autre ville du pays ne fonctionne à cette échelle. C'est au niveau de l'eau extérieure que se trouvent les véritables économies. Le Nevada a adopté une loi interdisant les graminées ornementales, ces pelouses décoratives qui recouvrent les terre-pleins centraux, les zones d'activité et les jardins de banlieue dans toute la vallée, sans aucune utilité pratique si ce n'est l'esthétique. Ce programme d'élimination permet d'économiser environ 6 milliards de gallons d'eau par an. 6 milliards de gallons d'eau s'évaporaient autrefois dans l'air du désert, sans profiter à personne. La consommation résidentielle est devenue la cible suivante. Le Nevada a proposé de plafonner la consommation d'eau des ménages à environ 163 gallons par an, une première aux États-Unis. Cela a engendré de vives tensions politiques. Les habitants ont réagi fermement. Les critiques libertariennes ont dénoncé un abus de pouvoir de la part du gouvernement. Les propriétaires qui avaient réalisé des aménagements paysagers pendant des décennies voyaient d'un mauvais œil le plafonnement d'une ressource qu'ils avaient toujours considérée comme illimitée. Pourtant, le raisonnement était implacable. Lorsqu'une ressource est véritablement finie, la consommation individuelle illimitée n'est pas un droit que le système peut indéfiniment garantir. Le désert se moque des droits. Il s'épuise, tout simplement. La Régie de l'eau a superposé une tarification progressive au plafond de consommation, rendant la forte consommation de plus en plus coûteuse et modifiant ainsi les comportements plus rapidement que n'importe quelle campagne de sensibilisation. La coopération régionale a ajouté une autre dimension. Tucson, en Arizona, a volontairement réduit ses allocations d'eau du lac Mead, renonçant ainsi à une partie de l'eau à laquelle elle avait légalement droit. Des programmes fédéraux de compensation ont incité d'autres villes du bassin à conclure des accords similaires. La renégociation en 2026 de l'accord de 1922 a contraint les 7 États à engager la discussion la plus difficile de leur histoire concernant le partage d'un fleuve qui ne peut plus tenir les promesses du document initial. Las Vegas avait tout mis en œuvre. Forage de la prise d'eau la plus profonde du continent, réduction de la consommation de près de moitié, construction du système de recyclage des eaux le plus sophistiqué du pays, et pourtant, le lac restait dangereux. La question n'est donc pas de savoir si Las Vegas en a fait assez. La question est de savoir si l'on peut même atteindre le seuil, la limite. En deçà de la limite, le tunnel se construit. Les travaux de conservation sont en cours. Le lac s'est partiellement rétabli. Rien de tout cela n'est suffisant. Les projections climatiques pour le sud-ouest américain sont désormais sans équivoque. La région devient plus chaude, plus sèche et moins prévisible. Cette situation remet en question tous les postulats sur lesquels repose l'infrastructure hydraulique. Les modèles qui prévoyaient autrefois une évolution progressive et maîtrisable ont été maintes fois révisés, annonçant des délais plus courts et des conséquences plus graves. Ce que les scientifiques qualifiaient de scénario catastrophe il y a 15 ans est aujourd'hui la projection médiane. Voici le détail qui change tout. La troisième paille atteint l'eau à 262 mètres d'altitude. Cette profondeur a été choisie avec précision, suffisante pour puiser de l'eau, même lorsque le niveau du lac Mead descend en dessous du seuil de production d'électricité du barrage Hoover. Mais le système du fleuve Colorado a une limite physique en deçà de laquelle aucune canalisation
ne peut descendre. Le niveau mort. Le point où l'eau ne peut plus s'écouler au-delà du barrage Hoover, quelles que soient les conditions, se situe à 273 mètres, 895 pieds. En dessous de cette altitude, la troisième paille devient inutile. Le tunnel existe toujours. La prise d'eau est toujours là, dans l'obscurité. Mais l'eau pour laquelle elle a été construite a tout simplement disparu. Voici ce que les données paléoclimatiques révèlent à ce sujet. L'étude des cernes des arbres et les preuves géologiques montrent que le bassin du fleuve Colorado a connu des sécheresses extrêmes qui ont duré des décennies.